Je vous ai parlé de Mélusine. Mélusine, c'est aussi la fée fondatrice, a posteriori, mais fondatrice de la lignée des Lusignans. Et vous voyez dans l'histoire du Moyen-Âge ainsi un certain nombre de fées qui sont réclamées comme ancêtres par des grandes familles, les Lusignans, donc c'est bien connu, très connu aussi les Plantagenets. Les Plantagenets qui disent que leur famille s'enracine, ça se passe plutôt côté Aliénor. Après le mariage avec Aliénor, ça se passe plutôt, ça vient de chez Aliénor. Un de ses ancêtres a rencontré une fée à la fontaine, et il y a eu un mariage d'où a découlé la lignée d'Aquitaine. Et Richard Cœur de Lion se vantait, ou s'excusait, ou expliquait certaines de ses actions, parfois un peu rudes, en disant que dans ses veines coulait le sang de la démone, tel que reprennent d'ailleurs les chroniqueurs médiévaux. Vous voyez là aussi ce qu'on n'attend pas forcément, une espèce d'inscription, je dirais presque politique, de la fée. Alors, quelques images, pour couper un peu trop de paroles, quelques images de la fée au Moyen-Âge. Alors, il y a des textes d'introduction, voilà, pour tout dire. J'ai récupéré ce montage très récemment, très tardivement. Un stagiaire avait été chargé de le faire. Lui et moi, nous n'avons peut-être pas toujours le même sens de l'orthographe. Voilà, alors ne vous étonnez pas trop, mais globalement le sens y est. Alors ça c'est très important parce que autant par la suite d'aujourd'hui il y a une esthétique de la fée, il y a un costume, il y a une apparence de la fée, autant le Moyen-Âge détermine la fée par ses actions. Bon, si elle est belle, elle sera plus belle que les femmes. Si elle est bien habillée, elle sera mieux habillée que les femmes. Et parfois, elle aura plus de liberté en ce sens que ses vêtements seront plus légers et ses cheveux dénoués, là où une grande dame les ramasse soigneusement sous des voiles et des coiffes. Mais fondamentalement, dans l'enluminure, il n'y a pas de trait tellement distinctif de la fée. Donc, la fée Viviane qui élève Lancelot, vous voyez, la seule chose qui attire l'attention, c'est les vagues du lac. On n'est pas dans une fortification classique, donc, et pour le reste, vous pourriez penser à n'importe quelle noble dame tenant un bébé sévèrement emmailloté comme il pouvait l'être. Là, alors, magnifique roman, le roman du cœur d'amour épris. Là, vous avez déjà une inscription qui est plus forestière, les fées près des eaux et dans les forêts. Vous avez un mystère dans cette pierre, et vous voyez déjà, les vêtements sont plus souples, plus fluides, il y a du blanc et les cheveux sont dénoués. Là, un avatar justement de la fée, la vieillarde hideuse, mais qui là aussi, vous voyez, elle règle la destinée. Qu'est-ce qui va se passer? À l'évidence, il va y avoir un combat pour ce guet, un combat plus vieux thème celtique qu'on retrouve dans tous les romans médiévaux, le combat pour le guet. Et là, vous voyez, le chevalier noir et le cœur, et cœur et son ami, qui vont devoir évidemment affronter. Et qui règle la chose? C'est cette vieille femme dont on devine quand même de tout qu'elle ne doit pas être un monument dans le genre sexy. Voilà, là aussi, image typique, les demoiselles de la forêt. Alors la forêt est représentée comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire que là encore on a 3 arbres, c'est pas mal, parfois on en a qu'un. Et on se retrouve aussi avec des demoiselles qui n'ont pas spécifiquement une allure féerique. Mais elles rencontrent le chevalier dans la forêt et elles vont l'aider. Là, enlèvement à nouveau, Lancelot et Viviane. Comme vous voyez, on la voit rentrer dans l'eau, mais rien dans son costume, j'ai même pas la chevelure dénouée, ne dénote une nature féerique. Là, ce sont ces demoiselles qui indiquent le destin. Là, on voit de toute façon qu'il y a une vengeance à tirer et la fée vient imposer une épreuve à un chevalier. Et là encore, l'image vous montre bien qu'on est loin du monde civilisé. On est entré dans le monde de la forêt. Le château est loin derrière. Là, la plus célèbre de toutes, Mélusine, le jour où son époux Raymond de Forêt la surprend, rompt le pacte et la surprend dans son bain, et la fée, d'une grande beauté, est affligée de sa queue de serpent ou de dragon, puisque c'est la même chose. Il s'agit là d'un manuscrit, d'un très joli manuscrit allemand. Toujours Mélusine, voilà, là c'est le côté sombre de Mélusine. Mélusine enlève à quelques fils, dont 8 sur 10 sont
sinon des monstres ont du moins une atteinte un petit peu particulière physique. Le mariage de la fée et de l'humain est fertile, mais il peut y avoir quelques accidents de parcours. Toujours dans le domaine des fées, bon je l'ai mis là parce que faire une conférence sans Merlin ça m'a ennuyé, donc Merlin et les deux dragons, vous voyez les dragons, oh mon Dieu on connaît les chiens plus beaux que ça, hein, mais le miracle est quand même là, les dragons étaient sous la terre. Et là, voilà une image très typique justement de la féerie, c'est la fée Viviane qui vient conduire son fils Lancelot à la table ronde. Elle va le remettre au roi Arthur et l'auteur, l'enlumineur n'a pas oublié la couleur. Le monde des fées est un monde blanc, le blanc est la couleur des fées, le blanc est la couleur des esprits. Et vous voyez que pratiquement tous ceux qui entourent la fée sont blancs, y compris Lancelot, qui quand il arrivera d'ailleurs à la cour d'Arthur n'aura toujours pas découvert son nom et qu'on appellera le fils de la fée ou le blanc chevalier. Le blanc et la féerie sont donc intimement liés. Là, une scène de magie, c'est la suivante de Viviane, Saraïde, qui va chercher les deux cousins de Lancelot, qui va par magie. Les deux cousins sont menacés d'être tués par le roi Clodas, que vous voyez au fond avec sa grande épée, et elle va s'arranger pour changer les enfants prisonniers, les cousins de Lancelot prisonniers en deux lévriers. Elle sortira avec les lévriers et elle reviendra ramener les enfants au domaine du lac où ils seront élevés. Et le roi qui croit avoir deux prisonniers se retrouvera lui justement avec deux chiens. Vous voyez là encore. Donc là, on est déjà sur la partie suivante. Vient donc la fin du Moyen-Âge et le conte n'est plus du tout, le conte de fées, la féerie n'est plus à la mode dans les milieux cultivés, dans les milieux nobles. C'est ce qu'on appelle donc la Renaissance, le retour à l'Antiquité, le goût pour la philosophie, le goût pour la théologie, le goût des grandes épopées. L'esthétique change, donc les fées ne sont plus bien en cours, la féerie n'est plus bien en cours et même la chevalerie n'y échappe que de peu. Simplement, c'est aussi la période où on invente l'imprimerie à caractère mobile. Monsieur Gutenberg. Et on invente aussi, ou du moins on généralise l'usage du papier de chiffon. C'est bien d'imprimer, mais il faut quand même imprimer sur quelque chose. Et cette double ou invention, ou du moins ce double accès à une facilité technique, va ouvrir un nouveau public à tous ces vieux récits. Et les faits vont entrer dans le domaine qu'ils n'avaient pas atteint jusque-là, de la classe qui monte de la bourgeoisie, et même vont atteindre le peuple. C'est-à-dire que là, le peuple ne va pas forcément lire, mais il y aura des lecteurs qui transmettront ce savoir-là, qui transmettront. Et on se retrouve avec cette chose assez étrange que le roman féerique, le roman chevaleresque continue à vivre. Il vit en France, il vit en Espagne, mais on ne le suit plus, on n'est plus attaché à lui, parce que c'est une élite qui mène la mode et qui mène le courant littéraire. Alors, très curieusement, les faits changent de pays. Et ce qui ne se fait plus en France se fait en Italie. Et c'est en Italie qu'on prend le relais des récits féeriques et qu'on voit arriver la forme courte du récit. Parce qu'aujourd'hui, qui dit fée pense automatiquement conte de fées. Or, sur les romans dont je vous parlais au Moyen-Âge, on les appelle des contes et ils contiennent 45 000 vers. Ça fait quand même des contes un petit peu longs. L'Italie du XVIe siècle invente le récit court et le récit en séquence. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ne parle de Renaissance, il y a déjà Boccace qui a écrit son Décaméron. Une série de récits, une série de journées, une série de nuits, enfin, une série de récits emboîtés autour d'un groupe qui se raconte des histoires. Et ça va être relayé par deux auteurs. Alors, le premier s'appelle Straparola. C'est le milieu, il meurt au milieu du XVIe siècle. Et il publie une série de contes qui s'appelle Les Nuits aimables. Et lui succédera un petit peu plus tard, puisqu'il mourra à la fin du siècle, Basile, qui écrit un conte des contes, qu'il surnomme aussi le Pentaméron, bien sûr, en relation avec le Décaméron de Boccace. Là, le temps a changé parce que je vous dis non seulement on évolue vers une forme courte, c'est-à-dire que c'est toujours le même principe, il y a un groupe de gens et chacun raconte une histoire. Et
c'est la plus belle, on récompense la plus belle histoire, ça doit durer tant de nuits, tant de jours, mais on y voit repris quand même toute une partie des récits du Moyen-Âge, mais tranchés, découpés, serrés. Et le ton change en même temps parce que ce sont des contes très lestes, ce sont des contes là, franchement réservés aux adultes, et plein d'irrévérence envers les princes aussi, ce que n'aurait pas fait le roman médiéval. Straparola d'ailleurs est traduit en justice pour son irrévérence. Et dans ces contes, c'est là qu'on trouve là une des premières versions qui existait déjà dans le roman de Perceforest. Alors Perceforest, c'est un des derniers grands romans du Moyen-Âge, le dernier grand roman arthurien, qui est ce qu'on appelle une préquelle. C'est-à-dire que quand on a tout raconté de la vie, on raconte ce qu'il y avait avant l'enfance, et puis on raconte les parents et l'enfance des parents. Et Perceforest, c'est contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est le plus grand roman de la langue française. Ce n'est pas l'Astrée, c'est Perceforest. Et les spécialistes du roman vous disent, dans Perceforest, il y a tout. Tout. Il y a des fées, il y a des monstres, il y a des dragons, il y a des machines merveilleuses, il y a des gouffres, il y a la mer, il y a le ciel, il y a les étoiles, il y a tout ce qu'on veut. Vous trouvez tout dans Perceforest. Et dans Perceforest, on trouve aussi la Belle au bois dormant. Sauf que dans le conte que nous connaissons, c'est le prince qui se penche sur la Belle, pose ses lèvres sur les ciels, elle bat des paupières. C'est exquis. Chez les Italiens du XVIe siècle, c'est un petit peu plus rude. Parce que ce qui réveille la jeune femme, c'est un des jumeaux qu'elle a mis au monde et qui est en train de téter son sein. Donc il s'est quand même passé, si je peux permettre, un certain nombre d'événements qui ont été de nature à la réveiller et qui de toute façon ne font pas partie de notre profil habituel du conte de fées. Donc voilà un petit peu la teneur. Mais rappelez-vous que c'est aussi le temps de rappeler en France. On n'est plus, on a vraiment changé d'univers, on a changé de monde. Et c'est aussi chez ces deux auteurs italiens qu'apparaît une fiction qui va être pleine d'avenir pour les récits féeriques. C'est l'histoire, vous savez, de la vieille qui raconte des histoires. De la vieille femme trésor du passé et qui a comme ça tout un monde d'histoires à raconter. Et c'est très curieux parce que là, à partir du XVIe, vous allez le retrouver au XVIIe encore plus, bien sûr, avec Perrault, il faut qu'il y ait quelqu'un d'ancien qui sache les histoires et qui les transmette. Au Moyen-Âge, ces histoires qui contiennent les fées, les chevaliers, Merlin, enfin tous les enchantements en Bretagne, eh bien, c'est un vieux livre qu'on a remis à l'auteur et dont il s'est inspiré. C'est-à-dire qu'on est encore dans un temps où on reprend des thèmes anciens, mais même si on invente, on ne va pas le dire. Il faut que ce soit, il faut qu'il y ait la transmission, il faut qu'il y ait le mythe de la transmission pour bien attester que ces histoires sont anciennes et que ces personnages viennent d'il y a très très longtemps. Donc, pendant que les Italiens donnent de la vigueur, dirons-nous, donnent une certaine vigueur au conte de fées et à la fée, parce que la fée bien sûr est toujours présente, eh bien l'Angleterre, elle, porte aux fées une modification dont nous avons encore aujourd'hui sous les yeux les exemples. C'est-à-dire que c'est l'Angleterre du XVIe siècle qui miniaturise les fées. Parce que justement, jusque-là, nous avions affaire à des fées qui étaient à taille humaine, qui étaient des humaines de qualité supérieure, au moins dans l'apparence. Et l'Angleterre du XVIe siècle, bon, c'est une Angleterre après les grandes convulsions, il y a une période de richesse. Pensez à Élisabeth Ier, au règne de la grande Élisabeth. Et là, il y a effervescence de création littéraire, de création théâtrale, de création artistique. Et c'est dans ce cadre-là que vont apparaître les fées miniaturisées. Alors, ils sont quelques-uns à s'y mettre. Le premier s'appelle John Millie. Ensuite, il y a Spenser. Spenser, vous connaissez en général Fairy Queen, qui est une célébration de la grande Élisabeth. Mais qui vient célébrer la grande Élisabeth? Entre autres, c'est tout un lot de fées. L'enrôlement politique de la fée n'en a pas fini, mais bien sûr, ça va culminer avec Shakespeare, parce que Shakespeare non seulement donnera les meilleures pièces quand même sur le thème, mais Shakespeare va aussi créer 3 personnages du monde féerique. Alors, les pièces féeriques de Shakespeare, je vous les rappelle à tout hasard, principalement Le Songe d'une nuit d'été, Comme il vous plaira, La Tempête, et très curieusement, un long monologue au début de Roméo et Juliette, où il évoque la reine Mab et autres. Et c'est justement un merveilleux. Ce sont ces personnages-là qu'il va créer. Mab, la reine Mab,
qui est extrêmement minuscule, mais qui dans sa puissance rappelle quand même les vieilles reines celtiques, irlandaises comme Maeve, ou galloises comme Mab, avec 2 B. Il crée aussi Puck. Puck est un condensé de pas mal de lutins. Et il crée aussi Titania, dont le nom géant est aussi une moquerie de la petitesse, de la taille de la fée. C'est-à-dire qu'on y croit, mais on n'y croit plus, on en a besoin, mais on les apprivoise, et on porte un coup fatal à leur pouvoir, c'est-à-dire que les fées médiévales se déplaçaient comme elles voulaient, Morgane plus rapide que l'air, ou alors se métamorphosaient. Là, on les flanque d'une paire d'ailes. C'est-à-dire que c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est une très belle image, et quelque part on les rationalise. Elles ne peuvent pas voler sans elles. Alors que jusque-là, ben si justement, elles pouvaient. Et après ça va continuer jusqu'au milieu du XVIIe siècle, vous allez avoir Drayton et sa Nymphéa, et puis vous allez avoir la grande pièce plus tard, bien sûr, la grande pièce de Purcell et de Dryden, King Arthur, où là aussi la féerie est un peu éclaboussée, va dans tous les sens et surtout sert de prétexte à ce qu'on appelle des masques et, en Angleterre, et ce qu'on appelle les comédies-ballets en France. La féerie, là, est en train de s'endormir, elle n'est plus qu'un prétexte. Qu'elle continue à vivre dans des couches moins riches de la société, moins chanceuses de la société sûrement, que le folklore continue à en parler, oui, mais on n'a pas de documents, on n'a pas de preuves. Arrive le XVIIe. Alors le XVIIe, voilà, la France reprend la main. Je peux me permettre cette expression. Et eh bien, on a affaire à une littérature qui est particulièrement féminine. Mais la féerie, ou la fée et ses contes se trouvent, là je veux dire, on est dans l'histoire des fées, mais pas dans le conte de fées. Les fées, par exemple, se trouvent mêlées à cette grande querelle du XVIIe siècle, qu'on appelle la querelle des anciens et des modernes. Comme on n'apprend plus beaucoup ça, rapidement, une partie des intellectuels en France s'accroche fermement à l'héritage de la Grèce et de Rome, disant qu'on ne peut rien faire de mieux et que tout ce qui est de bien doit sortir de là. Ce sont les anciens. Les modernes disent que chaque pays a son génie, que la France a un génie propre, et que le génie propre de la France est justement dans ses anciens récits et dans ses anciens contes. Et dans cette grande querelle, eh bien, il y a un auteur majeur pour le conte de fées, puisqu'on est maintenant décidément dans la forme courte du conte de fées, un auteur majeur qui est Perrault, bien sûr, Perrault qui va prendre le parti des modernes. Pour lui, il y a un génie français, le conte en fait partie, mais Perrault est quand même, d'une certaine façon, un usurpateur. Parce qu'avant lui, Perrault écrit les contes de ma mère Loi, dont on discute d'ailleurs toujours si c'est Perrault ou pas, là encore le prétexte de la vieille femme. Alors Perrault a l'avantage de les écrire dans un langage assez dépouillé, assez moderne, et ses récits ne sont pas forcément d'une originalité extraordinaire. Par contre, avant lui, il y a eu toute une série de femmes écrivains, parce que au XVIIe siècle, on a eu d'abord les précieuses, dont on s'est beaucoup moqué, pas forcément à tort, mais autour de qui il y avait une vraie effervescence intellectuelle et aussi une vraie effervescence politique d'ailleurs. Mais en plus, il y avait quand même, après les précieuses, il y a eu des femmes écrivains, dont certaines gagnaient leur vie de leur plume. Simplement, on ne les laissait pas écrire n'importe quoi, vous comprenez, les choses sérieuses, on n'allait pas les laisser aux femmes, quand même. Par contre, laisser écrire des contes, ça c'est très bien. C'est pas très difficile, c'est pas très long, c'est pour les adultes et pour les enfants. Voilà, laissons donc les femmes écrire des contes. Et pendant ce temps-là, elles ne font pas d'autres dégâts. Non, mais implicitement, il y a quand même une démarche en ce sens. Donc vous avez Jeanne Lhéritier, Catherine Bernard, Rose de la Force, Catherine Durand, la comtesse d'Auneuil. Il y a quand même quelques hommes. Hein. Le chevalier de Mailly ou Jean de Préchac, qui ne sont plus du tout connus. Mais je dis, c'est le dernier qui arrive, qui ramasse la mise, c'est Perrault. Alors que, quand même, quelqu'un comme Madame d'Aulnoy était extrêmement passionnante, beaucoup plus passionnante. D'abord, sa vie à elle, ça si un jour vous avez la curiosité d'aller voir la biographie de Madame d'Aulnoy, c'était déjà un roman assez invraisemblable avec assassinat des amants, complot, décapitation, Madame d'Aulnoy s'enfuit, sa mère aussi, elle passe en Angleterre, en Espagne, et comme il faut bien vivre, eh bien, elles écrivent.
elles écrivent, sa mère écrit, mais c'est surtout elle-même, Madame de Moix, qui écrit. Et elle arrive à revenir en France vers 1785, donc avant Perrault, parce que Perrault, je dis, c'est 1695, elle, c'est 1685. Et on suppose que si elle a été pardonnée de cette vie assez tumultueuse, c'est parce qu'elle a dû quelque part servir d'espionne à Louis XIV, et que du coup elle rentre en grâce. Bref, elle rentre, elle se met à écrire, et elle écrit, eh bien, elle écrit les contes de fées, et les nouveaux contes de fées, qui a aussi pour titre les fées à la mode, n'est-ce pas? Et là, c'est elle qui va, c'est à partir d'elle qu'on va avoir la forme un petit peu compassée, un petit peu, comment dire, la forme typique de la fée, c'est-à-dire robe de cour, perruque, parfois poudrée, parfois pas, c'est-à-dire que la fée est une grande dame de la cour. Mais Madame de Moix publie quand même beaucoup de choses, et surtout, Madame de Moix, derrière un style assez convenu, plus surchargé que celui de Perrault, eh bien, elle proteste à sa manière contre le sort qui est fait aux femmes, elle proteste contre le système conjugal, elle proteste contre la justice, elle a de quoi d'ailleurs, elle a eu des éléments autobiographiques qui lui autorisent, et elle critique aussi l'Église. Mais bon, tout ça tellement bien enrobé, tellement saupoudré de féeries, de dorures, de dentelles, que ça passe. Alors que Perrault, lui, écrit sec, il écrit net. Mais vous remarquerez que chez Perrault, l'action, les filles sont assez passives. Et si quelqu'un comme Bodin s'enfuit, à la fin, elle va quand même rentrer dans l'ordre normal, elle va rentrer au palais, se remettre à faire ce qu'elle aurait dû faire, c'est-à-dire princesse, quoi. Donc voilà les deux, voilà les grands personnages qui vont donc changer un petit peu l'inflexion du conte. Donc, Perrault modernant le style et Madame de Moix modernant le propos. Et Madame de Moix, d'ailleurs, une particularité, c'est qu'elle crée vraiment un lien. Elle cherche beaucoup la matière de ses contes, elle fait beaucoup de contes, donc elle va puiser au conte italien, elle va puiser à quelque chose qui est très important pour le conte de fées, c'est ce qu'on appelle la littérature de colportage. Il y a ces petits livres bon marché que les colporteurs vont vendre dans les campagnes et qui, un petit livre sera peut-être lu par une personne et écouté par tout un village. Elle puise là-dedans, elle puise dans les mythes classiques, de l'Antiquité classique, mais elle va aussi, et c'est assez exceptionnel au XVIIe siècle, puiser à la source médiévale. Rappelez-vous que La Fontaine se moquait de son épouse qui avait la faiblesse et la sottise d'aller lire les vieux romans de chevalerie du Moyen-Âge. Attendez, Madame de Moix, elle n'hésite pas. Et elle utilise particulièrement, elle recourt particulièrement à Tristan et Iseult, au lait de Marie de France, et une fois encore, à l'inépuisable Perceforest. Toujours lui. Donc voilà, 95 volumes au centième, on recommence, n'est-ce pas? C'est bien connu. Donc, une littérature de femme, du conte, confisquée par Perrault, mais malgré les sources, malgré tout ce que recherche Madame de Moix, entre autres, et ses consoeurs, eh bien, le mouvement de rationalisation se continue. Les fées, ce sont des bonnes marraines, des fées éducatrices, et elles n'ont pas d'elles en France. Mais elles ont quand même un adjuvant. Oui, la baguette magique. Les fées du Moyen-Âge n'ont pas de baguette magique, Merlin n'a pas de baguette magique, il n'y a pas besoin de ça. Elles ont besoin de ça, il faut que quelque chose les aide à être ces grandes magiciennes. Et c'est le temps aussi où dans d'autres pays d'Europe on croit aux fées, et un pays particulièrement ardent dans la croyance aux fées, c'est l'Écosse. Et en Écosse, c'est l'époque où, 1691, un prêtre de l'église anglicane, qui est aussi un grand mathématicien, qui est aussi un juriste, qui est aussi un homme installé dans la société, le révérend Kirk, écrit « La République secrète des elfes, faunes et fées, une étude de folklore, et de recherche physique ». Et le révérend Kirk dit qu'il a été initié au secret du monde de féerie dans sa paroisse d'Aberfoyle. Et le révérend Kirk, à l'âge de 42 ans, est trouvé une nuit mort sur la colline des fées, mort en robe de chambre, et on en déduit que ce sont les fées qui se sont vengées. Et comme dans les royaumes de féerie, les cheminements sont longs et étonnants, donc on nous dit que d'ailleurs on l'a enterrée, mais que sa tombe est vide. Vous pouvez voir la tombe, elle est couverte d'ailleurs d'une grille de fer pour qu'on ne puisse pas les farfouiller, mais sa tombe serait vide, les fées l'auraient repris et auraient enfermé son esprit dans un arbre vert en haut de la colline. Mais ce qui est intéressant, c'est les cheminements des fées, des livres sur les fées. Le manuscrit de Kirk, son Secret Commonwealth, sa République secrète, on le perd.
On le donne à son fils, héritier, mais le livre disparaît. Et c'est en 1815 qu'on le retrouve. Et celui qui le retrouve, c'est Walter Scott, grand écrivain qui lui aussi collecte des récits merveilleux, collecte des contes de fées dans les borders écossaises, écrit des récits qui parfois, je ne parle pas des grands romans historiques de la fin, mais dans la première partie de sa vie, écrit des romans féeriques, qui va finir sa vie en écrivant un traité de démonologie et de sorcellerie, et qui va avoir aussi toujours la passion de ce monde extraordinaire de l'autre côté. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient en visite à Aberfoyle. Aberfoyle, un admirateur de Scott, et qui, à la suite de ça, écrit un roman qui s'ouvre sur la réouverture d'une mine imaginaire à Aberfoyle, une mine où on va chercher du charbon, un mur explose, on trouve une immense caverne souterraine avec de 1000 ramifications, et il y a même une ville souterraine au bord d'un loch. Et cet auteur, allez, je vous dis le titre, ça s'appelle Les Indes Noires, le livre. Cet auteur, c'est Jules Verne. Donc, vous voyez les cheminements de la puissance féerique, malgré tout. Même si Jules Verne n'en attend pas là, il y a quand même cette espèce de filiation assez extraordinaire.